Vous venez toutes et toutes, en quelques secondes à peine, à me juger en fait, à mettre un avis sur moi. Et c'est absolument normal, puisque c'est ce qu'on appelle le biais de primauté, qui est un biais en fait chimique qui se passe dans le cerveau, qui fait qu'en quelques secondes à peine, on donne un avis, on pose un avis sur une personne, sur une situation. Et j'imagine que c'était en lien avec, il y a des décennies ou même des millénaires, quand il y avait des hommes qui étaient dans des situations particulières et qui rencontraient des personnes et qu'il fallait absolument, en fonction de la situation, avoir une attitude, donc être vigilant, attentif, se sentir en danger ou non, qu'en fait le cerveau, il donne un espèce de cadre mental immédiat pour pouvoir encore une fois s'adapter en fonction de la situation. Et en fait ça, les marketeurs et les communicants, dont je fais partie, on l'a bien compris, puisqu'en fait c'est une énorme stratégie pour pouvoir vendre mieux, pour pouvoir vendre plus auprès de certaines audiences. Je pense que dans la salle, on a tous déjà acheté sur Internet au moins une fois un produit sur Amazon par exemple, où on reçoit une boîte et dans cette boîte, il y a un super message qui est écrit à la main. Quand on ouvre la boîte, il y a plein de petits emojis, d'émoticônes, etc. qui fait qu'en fait, on nous bombarde dès les premières secondes de biais positifs pour que le cerveau soit positionné et hyper réceptif à ce qu'on va découvrir après qui est le produit. Et en fait, même quand le produit derrière n'est pas ouf, et c'est déjà arrivé quand même plusieurs fois, en fait, on a suffisamment eu de bons insights au démarrage pour se dire j'ai une bonne position et j'ai une bonne attitude par rapport à la marque et c'est suffisant en fait pour pouvoir être satisfait de son achat. Et aujourd'hui, on ne va pas parler de ce biais pendant tout le TED, même si je pourrais en parler pendant longtemps parce que ça m'intéresse, mais on va parler d'un sujet qui est un petit peu en lien, qui est le sujet en fait de la perception des gens, la perception qu'on a des gens et la perception qu'on a des entreprises de manière générale. Et donc, on va parler aujourd'hui du personal branding et des marques médias. Est-ce que juste dans la salle, à main levée, vous pouvez me dire qu'est-ce qui connaît le personal branding ou qui estime comprendre ce qu'est le personal branding? Ok, tout le monde a… Ok. Je vais le définir juste après que tout le monde quand même puisse avoir le même niveau d'information. Simplement, je vais me présenter pour vous dire pourquoi est-ce que je suis là aujourd'hui, qu'est-ce que je fais ici et pourquoi est-ce que je suis potentiellement la bonne personne pour pouvoir vous parler de cette thématique. Je m'appelle Harold, j'ai 31 ans, je suis tout jeune papa de littéralement quelques semaines, donc j'ai des cernes qui sont bien creusées pour les parents, vous savez que c'est compliqué. Et honnêtement, jamais j'aurais pensé faire un TED aujourd'hui, parce que je ne suis pas du tout quelqu'un initialement de studieux. Quand j'ai fait mon école de commerce, j'étais plutôt team dernier rang, fond de la classe à faire un peu le bordel, honnêtement. Donc, j'étais pas forcément vraiment assidu sur la prise de connaissances, etc. Par contre, il y avait un truc que je faisais bien et que j'adore faire, c'est créer du contenu. Au départ, je le faisais pour mes potes, je me filmais et puis je faisais quelques petits contenus pour les faire rigoler, etc. Ensuite, j'ai commencé à faire d'autres contenus pour partager mes points de vue sur un match de sport, sur un film ou autre, sur plein d'autres sujets. Et en fait, ça fonctionnait bien dans mon cercle un peu proche, mais je me suis rendu compte que ça avait aussi un impact dans mon milieu professionnel. Et plus je commence à avancer dans ma carrière professionnelle, plus je me dis en fait que ça a potentiellement son intérêt et plein de personnes professionnelles me disent en fait ce que tu fais c'est du personal branding. Et je me suis promis, en creusant un petit peu, en investiguant un petit peu le sujet, qu'un jour, lorsque j'entreprendrai, puisque j'avais déjà monté une boîte que j'ai revendue, mais je me suis promis que la seconde, j'allais vraiment construire la marque autour de ce pilier. Et donc aujourd'hui, et je termine sur la présentation, je suis le CEO d'une agence de communication qui s'appelle Com. Donc on crée plein de contenus vidéo pour des entreprises. Et on est passé en 4 ans de 0 à 40, on est passé de 0 à 4 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et je vous le dis, non pas juste parce que j'en suis fier, même si un petit peu quand même, mais parce qu'on a une particularité qui est assez cool, c'est qu'on a réussi à le faire sans aucun commerciaux. 100% du business qu'on a eu, c'est ce qu'on appelle de l'inbound marketing, donc c'est de la demande entrante. Donc en fait, on a réussi, en créant du contenu autour de moi, la personne, le CEO, et autour de l'entreprise, à créer l'envie, à susciter l'intérêt auprès d'un bassin d'audience qui sont nos clients potentiels pour venir nous contacter et prendre contact avec nous et donc du coup qu'on puisse leur vendre nos campagnes. Donc je vais vous définir juste ce qu'est le personal branding, ce que sont les marques médias, comme ça on a tous le même niveau d'info. Ensuite, je vous donnerai les raisons pour lesquelles je vous recommande fortement de le faire. Et on terminera le TED en vous donnant des cas pratiques, des use cases pour pouvoir vraiment potentiellement amener à bien cette stratégie, qui marche d'ailleurs à la fois pour les entrepreneurs, pour les employés, pour les personnes qui recherchent des emplois, etc. C'est un truc qui est un peu universel. Donc du coup, si je vous la définis, le personal branding, c'est une définition que j'ai trouvée sur Internet, je vais après l'expliquer un peu. C'est une technique marketing qui consiste pour un individu à valoriser son profil et promouvoir son image. Donc en gros, c'est comment est-ce qu'on arrive à créer de la valeur, à donner de l'information auprès d'une audience et comment est-ce que ça façonne en fait son image, donc la partie un peu imagée de l'iceberg de votre profil, c'est ce qui est perçu aux yeux des gens et ce qui est perçu, c'est la valeur que vous proposez. Donc c'est un peu comme une statue que vous affinez tout au long de votre vie et qui fait que plus vous créez de valeur, plus c'est comme ça que vous allez être identifié et caractérisé. Et les marques médias, c'est un petit peu pareil.
Donc la définition, c'est que c'est pour designer une marque qui devient productrice et éditrice des contenus. Donc en fait, de la même manière qu'une personne, on le fait pour une entreprise. Donc l'entreprise va apporter un maximum d'informations sur son environnement, sur son secteur, sur son marché, et non pas uniquement sur son produit ou son service. Et en fait, ça permet d'ailleurs aux entreprises de pouvoir sortir du biais un peu d'association. Parce que je pense que quand ça vous est déjà arrivé, quand vous découvrez une entreprise que vous ne connaissez pas nécessairement au début, en fait, vous dites, OK, cette boîte est dans un secteur et ce secteur a des codes, a des usages, et c'est en fonction de ça que vous avez assimilé l'entreprise à ses usages. Et parfois, c'est bien quand le secteur a des super valeurs, etc. Mais parfois, c'est un peu moins bien quand certains secteurs ne sont pas forcément les meilleurs. Et donc, ce qui fait que vous, ce que vous voulez, c'est sortir de ce biais d'association et de, en fait, vous décorréler de ce qu'on imagine de vous en vous valorisant uniquement parce que vous êtes réellement, c'est par la valeur que vous créez et le contenu que vous produisez. Voilà, comme ça au moins vous avez un niveau d'information sur ce qu'est le personal branding et la marque média, et ça me permet maintenant de rentrer sur le sujet un peu plus concret du pourquoi est-ce qu'on fait du personal branding. En vrai, il y a plein de raisons qui poussent à faire du personal branding. Je dirais que la première que je l'ai mis au début de la liste, c'est vraiment se positionner en tant qu'expert. Quand un prospect cherche à passer par une entreprise, il va chercher un expert dans son domaine. Quand vous partagez de l'info, de la valeur, des connaissances sur une thématique, directement vous êtes assimilé comme expert. Et ça permet quand, pour moi, quelqu'un qui est à la direction de la communication cherche une personne ou une agence pour faire leur coup de communication avec une agence, ils vont passer forcément par un expert. Et le fait d'avoir suffisamment communiqué de connaissances, d'expertise, me permet de m'associer en tant qu'expert du secteur et donc potentiellement de pouvoir avoir de nouveaux clients. Le deuxième point qui est non négligeable, c'est le capital sympathie qu'on entend de plus en plus sur les réseaux et pas que, qui fonctionne de mieux en mieux. C'est que dans n'importe quel secteur d'activité, il y a de la concurrence et on le sait. En fonction de ces secteurs, il y a plus ou moins de barrières à l'entrée. Il y a plein d'éléments qui permettraient de pouvoir avoir une barrière à l'entrée plus ou moins élevée si on a des outils tech hyper puissants, si on a investi beaucoup en R&D pour pouvoir vraiment, encore une fois, augmenter la barrière à l'entrée. Sauf qu'une boîte comme la mienne, dans un milieu du service, donc ce qui fait que ça repose vraiment sur des talents, sur des gens, en fait, on est copiable extrêmement facilement. Ce qui fait qu'il y a énormément de concurrents qui peuvent arriver sur notre marché. Et le meilleur moyen pour nous, pouvoir nous différencier, c'est de travailler ce capital sympathie. Donc, c'est de réussir en créant du contenu autour de nous, le faire avec sympathie, montrer qui on est, montrer nos valeurs, mais montrer pourquoi est-ce qu'on a envie de partager des contenus. Ça permet de pouvoir tisser un lien avec nos prospects, avec notre audience, qui fait qu'on arrive beaucoup plus facilement à vendre, en vrai, et à créer des relations long-termistes avec nos partenaires, avec nos clients, etc. Et ça, pour le coup, n'importe quelle grosse entreprise avec plein d'argent, ils peuvent acheter plein de choses, des coups de com', etc. Ce qu'ils ne peuvent pas acheter, c'est le capital sympathie. Donc, c'est vraiment un point de singularité qui est hyper intéressant, notamment quand on est une jeune boîte et qu'on a envie de se différencier. Le troisième point, et désolé pour l'anglicisme qui est vraiment l'incarnation de la Startup Nation, mais c'est le d'être top of mind. Mais c'est un paramètre qui est vraiment important, c'est le fait d'être dans la tête des gens. Quand vous créez du contenu et que vous paraissez comme expert, que vous êtes sympathique et vous créez du contenu pertinent de manière régulière, en fait, vous allez être omniprésent auprès des gens qui vous écoutent et qui vous regardent. Et dans ces gens qui vous écoutent, vous avez potentiellement des prospects et des personnes intéressées. Et il y a un moment où ils passeront le pas, ils vous contacteront pour vous dire j'ai envie de passer avec vous plutôt qu'avec une autre personne. Et nous, clairement, chez Com, je dirais peut-être 7 ou 8 fois sur 10, un prospect vient nous voir en nous disant je ne sais pas où je vous ai vu, je ne sais pas si c'était la semaine dernière, l'année dernière, peu importe, mais j'ai l'impression de vous connaître, vous mettre sympa, vous êtes expert, ça revient sur les 2 premiers points, donc c'est avec vous que j'ai envie de passer. Et ça, vraiment, c'est un truc qui se cultive et qui se travaille, et c'est le fait d'être omniprésent sur les différents canaux sur lesquels vous apportez de la valeur. Le quatrième point qui est en adéquation avec le troisième point, c'est une question de timing. Quand on essaye de croître, qu'on a une boîte qu'on veut développer, on doit trouver des nouveaux clients. Pour trouver des nouveaux clients, il faut faire de la prospection. La prospection, c'est compliqué, c'est douloureux. Il faut réussir à identifier les bonnes entreprises, les bonnes personnes. Il faut réussir à prouver que votre produit ou votre service il est bien meilleur que les autres concurrents. Ensuite, il faut réussir à se dire qu'une fois que vous avez passé toutes ces steps, vous allez avoir la personne à qui vous avez réussi à pitcher votre projet et que ce soit exactement le bon timing. Parce que le nombre de fois, et peut-être qu'il y a des personnes qui ont déjà entrepris et à qui c'est arrivé, vous avez réussi à passer toutes ces étapes, vous arrivez à la toute fin et la personne en charge de son sujet va vous dire c'est très bien, votre produit est génial, par contre, ce n'est pas du tout le bon timing, on se rappelle dans une semaine. Ça, vous savez que c'est dead, vraiment. Donc du coup, il faut réussir à retransposer ce momentum, ce timing qui est vraiment très hasardeux. Il faut le transposer sur la prise de décision de votre prospect. Donc, ce qui fait qu'encore une fois, quand vous avez des contenus d'experts, vous êtes sympathique, vous êtes omniprésent, et en plus qu'eux ont la maîtrise du timing, c'est eux qui viendront vous contacter pour vous dire « Ok, c'est à ce moment précis que j'ai envie de passer par vous ». Donc, ça inverse vraiment la tendance et ça vous permet de pouvoir croître de manière beaucoup plus pérenne.
Et donc plus généralement, le personal branding, ça permet de pouvoir créer une audience, créer des rencontres qui sont assez folles, de créer une forme de crédibilité, de légitimité sur un secteur et sur une industrie. Et ça ouvre des portes qui sont assez folles. Moi, je m'en rends compte et ça a vraiment changé ma vie et celle de mon entreprise. Et pour la dernière partie de ce TED, j'ai envie de vous donner des cas pratiques, enfin vraiment des conseils pour pouvoir activer ça, vous, demain, que vous soyez encore une fois employé ou entrepreneur, puisque quand on est entrepreneur, je prends beaucoup cet exemple parce que forcément, moi, ça me parle, c'est mon domaine et ça me passionne. Quand on est employé, il y a vraiment un intérêt à le faire, puisque quand vous êtes employé et que vous apportez de la connaissance sur votre secteur, et donc par ricochet que ça bénéficie à l'entreprise dans laquelle vous êtes, bah déjà, c'est hyper bénéfique pour la boîte et croyez-moi qu'elle le savent. Et si demain vous voulez changer de job, je peux vous garantir que votre salaire, la négociation, elle sera beaucoup plus facile que si vous ne le faites pas. Donc il y a vraiment un intérêt aussi bien au niveau employé qu'employeur et qu'entrepreneur. On passe à la dernière étape. Pareil, juste à main levée, comme ça je sais qui est-ce qui a déjà mis en place une stratégie de personal branding. Et ça peut être créer du post sur Instagram, LinkedIn, peu importe. Ok. Bon, ok. Et ben, du coup, je vais vous donner des conseils pour toutes les autres personnes. Et même ceux qui l'ont déjà fait, ça vous permettra potentiellement de challenger ce que vous avez déjà fait. Mais donc, il y a, je pense, une quinzaine de conseils que j'aurais pu vous donner. J'en ai sélectionné 7. La première, qui est la plus évidente, mais qui finalement est la plus compliquée, c'est de réussir à se lancer. Parce qu'en fait, là, dans l'audience, il y a quasiment 99% des gens qui ne l'ont jamais fait. Très certainement, je suis assez certain qu'il y en a plus de la moitié qui aimeraient potentiellement le faire, parce qu'il y a vraiment un intérêt pro et perso. Simplement, il y a cette espèce de syndrome d'imposteur qui fait que ça nous freine dans les envies de se lancer. Et moi, j'ai rencontré plein de potes à moi qui ont des entreprises qui sont génialissimes et sur lesquelles ils ont apporté énormément de valeur, mais qui n'osent pas le faire de manière un peu plus macro et au grand public parce qu'ils ont le syndrome de l'imposteur où ils se disent « il y a toujours une personne qui peut le faire mieux que moi ». Et en fait, il faut vraiment réussir à passer ce cap de le faire au moins une fois, parce que je suis certain à 300% que la première est la plus compliquée, mais qu'une fois que vous postez une fois, vous pouvez poster 2 fois, 3 fois, 10 fois, 15 fois, et ça vous permet vraiment de rentrer dans une boucle vertueuse et de prendre plaisir à ça. Et quand on prend plaisir à une chose, on a envie de le faire dans la durée. Donc si vous avez envie de le faire, mettez-vous un challenge, faites-le ce week-end, vous avez un truc à dire, vous pensez que c'est pertinent, que ça a vraiment de l'information, faites-le et vous verrez qu'ensuite ça déroulera. Le deuxième point, c'est de déterminer son objectif. Donc son objectif, ça peut être de l'ego. En vrai, il y a plein de personnes qui aiment bien faire ça parce que ça les met en avant. Mais je pense qu'il y a vraiment un enjeu un peu stratégique à déterminer quel est l'objectif pour pouvoir piloter sa stratégie et le faire de manière la plus efficace possible. Et les objectifs, ça peut être de la légitimité auprès de votre secteur, auprès de certains clients. Ça peut être de la crédibilité, ça peut être de la visibilité. Nous, là, clairement, avec Home, c'est l'enjeu. On veut racheter des boîtes, donc on va être le plus visible possible pour pouvoir avoir le plus de deals potentiels. Et ça doit être très évolutif. L'objectif, il évolue en fonction de vos envies perso, en fonction de la différenciation de votre boîte, parce qu'au démarrage et à la fin d'une vie d'une boîte, il y a 1000 choses qui ont évolué. Et donc, c'est important de déterminer son objectif pour avoir une bonne stratégie. La troisième, c'est la régularité. Et je pense qu'on est dans un contexte actuel où on veut tout de suite. Quand on a faim, on se commande un Uber. Quand on a envie de se divertir, on regarde Netflix. Enfin, c'est toujours, tout doit être instantané. Alors qu'en fait, le contenu qu'on crée, c'est un travail laborieux, c'est un travail qui fait mal, c'est un travail qui est compliqué. Et il y a un chiffre qui est vachement parlant, c'est 80% des gens qui lancent un podcast, donc un podcast c'est du personal branding, s'arrêtent après le 3e épisode posté. Parce qu'en fait, ils se disent qu'en créant des contenus, en mettant de l'effort, il faut forcément qu'il y ait un retour sur investissement au bout du 2e, 3e épisode. Et donc au final, ils s'arrêtent parce qu'ils se disent en fait ça ne marche pas. Et en fait, nous, on veut faire partie des 20 autres pourcents, c'est ceux qui vont se dire qu'ils vont le faire un 4e post, un 5e, un 6e, un 10e, un 15e, et que mathématiquement, quand on apporte de la valeur auprès des gens, quand on le fait de manière un peu maligne, ça fonctionne. Et donc ça, il faut réussir à aller un petit peu, se faire mal, je trouve, psychologiquement et culturellement, à se dire, ok, je sais que ça va être long, je sais que ça va être chiant, je sais que ça va être compliqué, mais je continue à le faire parce que je sais que c'est dans la durée qu'on arrive à avoir de la performance. Le 4e point, c'est être authentique. Bon, je le dis rapidement parce que l'authenticité, on a toujours l'impression que c'est un truc un peu très peu palpable, mais c'est juste qu'on est tellement bassiné par des contenus, on nous vend des trucs, il y a des fausses publicités tous les jours, on ne sait jamais ce qui est vrai, ce qui est faux, que l'authenticité, c'est un vrai axe différenciant et ça permet surtout d'avoir une stratégie un peu long-termiste parce que quand on se met un masque pour pouvoir créer du contenu autour de sa marque et de son entreprise, rapidement on peut lâcher le coche parce que de fake un profil, il y a un moment où on craque, il y a un moment où on lâche, il y a un moment où on a envie de switcher. Donc du coup d'être authentique, ça permet d'aller chercher la régularité et la durée parce qu'en fait c'est vous et quand c'est vous, c'est un truc que vous faites dans la durée. Le 5e point, c'est d'être précurseur sur les réseaux. Avec Home, on s'est mis sur LinkedIn il y a 4-5 ans. LinkedIn, c'était avant du pro-corporate assez strict. On est arrivé avec des contenus totalement barrés, décalés, ce qui a fait qu'on a réussi à faire notre petite différenciation sur le réseau et qui fait qu'on a pris une position vachement confortable sur un réseau sur lequel il y avait encore peu de personnes.
Et au moment en fait, où il y a eu de l'attraction autour du réseau, au moment où il y a eu beaucoup de personnes qui se sont dit, bon, il faut y aller, mais ils y sont allés un petit peu plus tard. Et nous, comme on a été précurseurs, on a pris une position, ce qu'on appelle un unfair advantage, c'est on est arrivé dès le début, ce qui fait qu'on a pris une position assez facilement par rapport aux autres concurrents demain qui nous ont rejoints, qui ont eu plus de complexité. Donc vraiment essayer d'être très à l'affût des nouveaux réseaux et ou même des réseaux actuels mais qui sont en train de pivoter. Typiquement Twitch, qui est pro gaming pour ceux qui suivent un peu. En B2B par exemple, c'est typiquement un réseau sur lequel il peut y avoir, je pense, beaucoup de place. Donc essayez d'être précurseur. Le sixième et avant-dernier conseil, c'est à chaque fois on me demande quelle est la bonne durée. Est-ce que c'est un contenu de 10 secondes sur TikTok? Est-ce que c'est un contenu d'une heure, d'une minute? On ne sait jamais vraiment quelle est la bonne durée, mais en fait la bonne durée, c'est celle qui va captiver en fait votre audience. Parce que je pense qu'ici, on s'est tous fait un dimanche après-midi pluvieux sur Netflix pendant 4 heures à regarder une série. Et en fait, le fait que vous ayez regardé une série pendant 4 heures, c'est juste parce que ça vous a captivé, ça vous a fait kiffer. Et en fait, donc la bonne durée, c'est juste le fait de se dire que vous allez faire kiffer les personnes qui regardent vos contenus. Donc en fait, que ça dure 10 secondes, 1 heure, 10 heures, peu importe, faites un contenu qui captive et c'est ça qui fera que ça performera. Le septième et dernier conseil, c'est de cultiver vos imperfections et c'est un petit peu en lien avec l'authenticité. C'est juste que je prends le pari qu'on regarde un compte Instagram maintenant de n'importe quelle personne, il y a quelqu'un en six-pack en été qui dit qu'il est millionnaire avant 10 ans. Et en vrai de vrai, on est tellement bassiné par ces sujets d'être parfait toujours, tout le temps, partout, que ça crée un espèce de sentiment anxiogène qui fait qu'en fait, on en a marre et qu'on a envie en fait, d'avoir de l'imperfection parce qu'on sait que c'est la réalité. Et en fait, cultiver cette imperfection, ça peut vous permettre de vous différencier. Il y a une étude qui avait dit que dans une séquence de mails automatisés, quand vous faites une faute d'orthographe dans la première ligne de votre mail, s'il y a une faute d'orthographe, vous avez beaucoup plus de chances que le mail soit lu. Parce qu'en fait, les gens se disent, ça a été quelqu'un qui l'a réellement fait, qui a vraiment fait ce mail, qui a pris ce temps, donc c'est certes une imperfection, mais en fait, ça a sa valeur puisque vous êtes potentiellement plus lu. Voilà les 7 grands conseils que vous pouvez appliquer si jamais demain, ça vous donne envie de pouvoir faire du personal branding et garder en tête, je n'ai pas le timing, donc je vais essayer de faire vite, mais que le personal branding en vrai, le vrai sujet, il est de donner un maximum de connaissances, de compétences, de donner à fond avant de demander, parce qu'il y a un moment où au final vous allez voir que vous aurez un retour sur investissement. Et de manière plus globale, ça vous permet de fédérer des gens qui sont vachement attachés à vous, aux valeurs de votre entreprise et non pas juste sur un produit, donc dépendant de communication, etc., de publicité. Et donc du coup, c'est des gens qui vous suivent, vous, et quand vous lancez 1000 produits, 1000 entreprises, des gens vont vous suivre, vous, et ça vous permettra de bien fonctionner. Et n'oubliez pas que c'est comme faire une bonne première impression, comme le biais de primauté, mais dans la durée. Merci beaucoup.